Alors, je vais donner la parole à Mamadou. Je ne sais pas si elle veut s'introduire d'abord et puis continuer avec la présentation. Et j'ai pas voulu répéter les objectifs, vous les avez sur l'agenda pour aujourd'hui. C'est juste pour sauver le temps puisqu'on a des bonnes discussions pour seulement 1 heure. Merci à vous, Mamadou. En sourdine. Ok, merci beaucoup tout le monde et puis bienvenue à la présentation. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai l'honneur un peu de parler devant vous un peu de diversité et puis d'équité et puis d'inclusion. Donc, je vais aller directement à mon petit PowerPoint que je fais, étant donné on n'a pas beaucoup de temps là. On va faire ça comme ça. Donc voilà, donc je suis sûr que ce sont des PowerPoints que vous avez déjà vus. En fait, un sujet sur lequel vous avez déjà discuté un peu. Donc moi, ce que je vais faire, on va essayer de voir ça veut dire quoi et puis comment est-ce que ces éléments-là vont se traduire dans le milieu de travail. Donc c'est pour cette raison que moi j'ai dit directement offrir un milieu de travail équitable, diversifié et puis inclusif. Je pense que c'est tout l'objectif, à mon avis, de ces questions de diversité dans le milieu de travail. C'est vraiment faire en sorte que les gens se sentent bien dans leur milieu de travail. Ça, c'est l'élément primordial pour moi dans cette question-là un peu. Donc, généralement, on se pose la question de savoir pourquoi parler de diversité vraiment dans notre milieu de travail. On le sait très bien, le profit de vos graphiques de la communauté change. Et puis ça, il n'y a pas de discussion dessus parce que vous savez, on vit dans un contexte multiculturel, celui qui est le contexte canadien, évidemment, et parce que le multiculturalisme, vous savez, c'est une politique, c'est une loi. Elle est même protégée par la Charte des droits et libertés. Donc, ça fait que ça devient un sujet qui est véritablement important. Et puis, donc, à partir de ce moment-là, le point numéro 2, ça change la clientèle que vous avez dans la gestion de santé, ça change la clientèle partout. Et puis, en numéro 3 vous avez ici, on a cet élément-là qui frappe à nos portes, à toutes les portes d'ailleurs, à toutes les institutions. C'est la pénurie de main-d'œuvre. Vous le savez très bien. On a un manque d'infirmiers, on a un manque de médecins, on a un manque de personnes qualifiées finalement, on peut ainsi dire. Et puis, la quatrième position, dorénavant, et puis depuis un certain moment, la population immigrante est de mieux en mieux formée et de mieux en mieux qualifiée. Ça, on peut pas vraiment, c'est quelque chose qu'on peut pas discuter. La preuve, les, les stratégies d'immigration pour nos communautés francophones se basent en fait sur ces critères de qualification pour faire venir les gens. Donc, ça veut dire simplement que quelque part, on a besoin de nouveaux arrivants, mais en même temps, il faut que ces nouveaux arrivants se sentent vraiment très bien euh, dans le contexte, en fait, dans le cadre du travail. Donc ici, je vais aller directement ici, là, à des petites définitions pour vous dire simplement la question que je pose, c'était qu'est-ce que la diversité? Donc, je dis qu'elle peut être définie comme étant la variété de personnes et des idées que présente une organisation. Donc, ça veut dire qu'elle est basée en fait sur cette diversification ou une diversité finalement, une différenciation entre les personnes et les idées dans une organisation. Et cette variété peut être due à la race, au genre, à l'âge, au handicap, à l'orientation sexuelle, à la situation de maternité. La diversité aussi peut être aussi euh, disons, se résumer aussi, si vous voulez, au niveau de l'éducation, au statut d'immigration, le statut autochtone, la religion, la langue. Vous voyez très bien que tous les facteurs de diversité sont multiples. Et ce qui est intéressant avec ces facteurs-là, en allant dans cette direction, ça nous permet en fait de ce coin, parce que généralement, quand on parle de diversité, on s'arrête toujours à la diversité ethnique. On dit toujours la diversité ethnique, alors que le concept, il est vraiment large, et tout est question
Ce sont ces différenciations dans qui nous sommes qui font de nous cette société diverse, finalement. Et puis, donc la diversité, finalement, ça décrit tout simplement les différentes manières dont les gens diffèrent les uns des autres. On peut différer selon nos sexes, selon nos groupes ethniques, selon la façon de voir le monde, selon nos idées, finalement. Et dans une société multiculturelle, la diversité doit être vue comme un atout de la société. Ça, c'est l'élément primordial, ça, parce que euh, euh, c'est vraiment positiver la chose parce que sinon la diversité, vous entendez l'autre côté quand on dit, ah oui, écoutez, on n'a pas de travail parce qu'il y a trop d'immigrants, on n'a pas de travail parce il y a pas de logement parce qu'il y a trop d'immigrants, on n'a pas. Donc, ça fait que la diversité est vue, en fait, sous des lentilles qui sont vraiment négatives. Donc, voir la diversité, en fait, comme un atout dans la société est l'élément fondamental. À mon sens, tant qu'on ne voit pas la diversité comme quelque chose de positif, nous allons presque nulle part, finalement. Donc, l'autre concept qu'il faut souligner, c'est celui de l'inclusion. Donc, on vous dit que l'inclusion, lui, il va se rapporter à quoi? Il va se rapporter à la création d'un environnement où toutes les personnes sont respectées de manière équitable, ont accès aux mêmes possibilités. OK, ça c'est la première condition de l'équité. Et oups, c'est la première condition de l'équité ici. Et l'autre élément, c'est que pour la définir vraiment très clairement, on va vous dire que l'inclusion peut être définie comme le fait pour une organisation, même que ce soit une nation de santé, c'est le fait de créer un milieu de travail où moi, ou Paul, ou Jean, OK, éprouve un sentiment d'appartenance. Mais généralement, vous savez que pour éprouver un sentiment d'appartenance à son milieu, il faut quoi? Il faut que vous soyez respecté. Il faut que ce que vous faites dans ce milieu de travail-là soit valorisé. Il faut que ce que vous faites dans ce travail-là soit reconnu. Et souvent, la reconnaissance, la valorisation, et tout ça ne commence à un niveau très bas. C'est-à-dire, quand je dis niveau très bas, ça veut dire au niveau même de votre superviseur. On n'a même pas besoin d'aller au niveau politique, au niveau de votre superviseur, de votre coordonnateur, de votre directeur, et même encore plus bas au niveau de votre collègue d'ailleurs. Donc, tous ces éléments sont importants pour que moi, quand je travaille, que quand j'arrive le matin au travail, je me sens chez moi. Je sens que je suis ici pour donner, pour partager. Et c'est ça l'inclusion finalement. Donc, ce qu'il faut pas oublier, ce qu'il faut que je mentionne ici, c'est quelque chose de très simple. Attendez de moi une minute. Ce qui est important à souligner ici, c'est que l'inclusion, il faut pas oublier que l'inclusion, c'est pas le patron ou le coordonnateur ou le collègue qui va dire que moi, je suis inclus dans ma société. Oui, nos employés se sentent bien. Non, 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 non. L'inclusion, c'est la personne, en fait, qui ressent la chose, qui doit le dire, qui doit se sentir inclus. Et ça doit venir d'elle. Parce que souvent, on entend des patrons dire, ah ouais, ben chez nous, on est bien parce qu'on n'a aucun problème, nos employés sont très bien, ils se sentent inclus. Mais écoutez, ça marche pas comme ça. Ça, c'est l'opposé au contraire. Il faut que moi, en tant qu'employé, que je sente que j'ai un sens d'appartenance. Et pourquoi? Parce que j'ai senti qu'à un moment donné, que mon patron me valorise. OK. Une autre chose que je ressens encore, c'est que je sens que ce que je fais, ma contribution, elle est reconnue. Et dans une société, dans une organisation, dans une institution, si votre contribution n'est pas reconnue, elle n'est pas vue, qu'est-ce qui arrive en bout de ligne? Ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas vu dans la société. C'est comme si vous n'existiez pas. C'est comme si vous étiez là seulement pour taper des lettres, envoyer des courriels. Donc, il faut que vous soyez vu, vous soyez connu. Pour être vu et connu, il faut que votre contribution soit vue et puis connue aussi. Donc, ça veut dire quoi? Il appartiendra à votre collègue, à votre directeur, à votre coordinateur, souvent, OK, de faire en sorte que vous vous sentiez très bien en reconnaissance et que vous apportez dans la société. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Vous participez de plein gré à votre organisme, à votre communauté, à votre institution.
Et c'est à partir de là que tout ce qui est connexion va se créer à partir de ces éléments-là. Donc, vous avez vu, donc, si vous voulez, si vous regardez un peu très bien, c'est pas, c'est une sorte de chaîne, OK? C'est pas seulement un élément pour dire, oh, je me sens bien. Non, 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 c'est une sorte de chaîne, OK? Avec des maillons, et les maillons vont être finalement, vont être connectés dans une certaine, pour que, à un moment donné, vous ayez cette personne qui, quand elle se lève le matin pour aller au travail, c'est avec un sourire. C'est pas seulement pour le paycheck, vraiment. Voilà, donc, c'est ça qui reste aussi très important à souligner. Donc, si vous regardez très bien, l'équité, la diversité et l'inclusion ne peuvent se définir seulement que par des statistiques, ça veut dire par des aspects visibles. OK. Donc, il faut également s'attarder sur des aspects qui sont véritablement invisibles. Par exemple, le climat du travail, le bien-être des employés, la sécurisation culturelle. Tous ces éléments sont importants pour faciliter, si vous voulez, ce que la notion même d'inclusion, cette notion d'inclusion, il faut mettre l'accent sur les éléments invisibles de la chose. Sinon, les individus vont être que des statistiques dans leur milieu de travail. On va dire, oh oui, j'ai le secrétaire qui travaille ici, oh, mon coordinateur fait ceci. Non, il faut que ce coordinateur se sente bien. Pour se sentir bien, il faut que l'organisation prenne soin par exemple, simplement de sa santé mentale, de son bien-être finalement. Et tout ça, et le climat du travail aussi, s'il est pris en compte, on arrive où on arrive à la sécurisation culturelle. Forcément, on arrive à la sécurisation personnelle. La sécurisation personnelle, c'est cette notion qui fait que sur le plan culturel, vous n'avez aucune crainte de qui que ce soit pour que, parce que souvent, c'est tellement facile dans ce domaine-là de, de, de mettre les gens dans la poche de l'altérité. On dit que c'est les autres. On va dire que c'est eux, c'est eux. Mais à partir du moment où vous avez ce bien-être, le climat de travail bon, automatiquement. Mais, ce qui est important, c'est que si on continue ici, attendez, ici, là, donc, je pense que je sautais. Voilà, ça, bon, ça marche. Donc ici, quand on continue, donc c'est ça qui sont importants, ces éléments-là. Donc une organisation inclusive, on vous l'a dit, c'est une organisation euh, euh, qui va être beaucoup plus innovative. Ça veut dire que les nouvelles personnes qui vont y arriver, qu'elles, que ce soit des personnes qui appartiennent à la classe des LGBTQ, des personnes qui appartiennent à la classe des nouveaux arrivants ou caractérisées par une diversité ethnoculturelle, les personnes qui sont en situation de handicap. Et toutes ces personnes-là, vous allez voir, vont se donner à 200%. Pourquoi? Parce que le sentiment d'appartenance, il est fort. Et ces personnes seront plus innovantes. OK? Ces personnes, finalement, vous aurez un taux de rétention le plus élevé possible et la productivité, surtout ce que cherchent nos employeurs, et sera toujours au rendez-vous finalement. OK. Donc, finalement, quand la productivité est au rendez-vous, qu'est-ce que vous pensez? La rentabilité est au rendez-vous. Parce que qu'on le veuille ou pas, toutes les organisations, la majeure partie des organisations, disons, institutions sont des organisations qui sont à but lucratif en général. Même si elles ne le sont pas, finalement, c'est que c'est des organisations qui sont financées. Donc, ça veut dire que il faut que le gouvernement sente que les financements qu'il apporte, qu'il met dans votre organisation, a des bénéfices, a des retombées positives, finalement, positives en général. Donc, voilà. Donc, c'est à ça que ressemble une organisation qui est inclusive. Mais mais la chose la plus difficile, c'est celui-là. C'est-à-dire que euh, il faut que ça se passe dans un contexte qui est juste, qui est équitable. C'est-à-dire que les personnes, quelle que soit leur identité, soient traitées de manière juste. OK. Donc, vous avez vu, je vous avais dit au départ que cet ensemble d'éléments, c'est un ensemble de maillons. Ça, c'est un des maillons, OK, si vous voulez, de la 2I, c'est-à-dire, cela veut dire qu'il faut veiller à ce que le mécanisme d'affectation des ressources de prise de décision soit juste pour tous. Affectation des décisions, prise de décision, ça veut dire traiter toutes les personnes de la même façon. Si vous avez des ressources si vous voulez, à distribuer, à affecter, il faut que ce soit de manière juste, OK? Mais attention aussi, il faut veiller à ce que tous ces éléments-là n'aboutissent pas à des discriminations, vraiment.
qui sont basées sur l'identité de la personne, qui sont basées sur ce qu'elle est la personne. Autrement dit, pour dire tout simplement, il faut un élément de justice dans ce qui est important. Pourquoi cet élément de justice est important, à mon avis? C'est parce que tout simplement, si vous regardez la première parole, cet élément de justice dans un contexte de diversité, dans un contexte de société multiculturelle, c'est une démarche pour corriger les désavantages historiques qu'on le veuille ou pas. On va vous dire que le Canada n'a jamais eu de colonie. Le Canada est différent des États-Unis. Le Canada. Mais ce qui est certain, les désavantages sont là. Tout le monde connaît la vie des Autochtones au Canada. On sait très bien, ce sont des personnes. OK, vous avez vu aussi les immigrants qui arrivent aussi. OK, donc les Autochtones, c'est le seul peuple ici qui a été, comme vous le savez, on les a traités de n'importe quoi, si j'ose dire. Et puis, c'est des gens qui ont souffert le martyr avec les écoles résidentielles, les Six Scoops, et puis, en fait, beaucoup de choses. Vous prenez l'homme noir, c'est la même chose aussi. L'homme noir, on dit au Canada, il n'y avait pas, mais au Canada, il y avait de l'esclavage. Si vous regardez bien, c'est vrai qu'il n'y en avait pas officiellement, mais il y en avait tous les gens qui venaient avec le Underground Railway, là, qui se trouvait. OK? Et ça fait que l'homme noir, quand il arrive, l'homme noir, il se trouve au bas de l'échelle dans toutes les sociétés où vous allez. Donc, il y a tous ces désavantages historiques qu'on va chercher un truc. Donc, ici, l'équité se décrit aussi comme une approche pour à traiter chaque personne de façon juste, ok, en tenant compte de sa situation particulière et en éliminant les obstacles systémiques. Autrement dit, il y a des moments, on parle d'équité, il faut traiter la personne selon ses besoins, selon les problèmes qu'elle retrouve. Il ne faut pas prendre Jean-Paul pour dire que oui, ils sont pareils. Non, même, oui, non, non. Tu ne peux pas dire Jean-Paul et Catherine viennent de l'Afrique, donc on va le traiter de la même façon. Non, non, non. Ou Mohamed vient du Maroc, c'est des immigrants. Non, 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 non. La chose, finalement, c'est quoi? C'est traiter chaque personne de façon juste. Faire en sorte que cette personne-là, corriger les désavantages historiques de cette personne-là. Et c'est la meilleure façon. Autrement dit, on ne peut pas faire toujours comment on appelle ça encore, one size fit all. On fait une loi pour tout le monde, ça ne marche pas tout le temps, autrement dit. Donc, il faut toujours tenir compte de traiter les personnes de façon juste et traiter les façons justes et équitables, justement, c'est corriger ces désavantages-là. Vous avez déjà vu cette image-là partout, là, où les trois, vous avez vu ici que dans le premier, là, le plus petit, c'est qu'on a fait pour lui, on a tout simplement ajouté une marche de plus là pour qu'ils puissent voir à la même hauteur que les autres. Alors que si on traitait toutes les trois personnes de la même façon, ça n'aurait pas marché. On aurait mis chacun sur une marche de plus pour chacun. Donc tout le monde va être. Alors que là, une marche de plus aux plus jeunes, là, ça a mis presque tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc c'est ça qui est un peu important dans ce domaine-là aussi, de l'équité aussi, faire en sorte que. Donc voilà. Donc maintenant, donc il faut aussi adopter des mesures pour mettre fin à la discrimination. Autrement dit, parler d'équité sans prendre des mesures pour mettre fin aux inégalités qui ont été signalées et documentées pour garantir, parce que c'est pas possible d'être juste. Et vous savez que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans une société faite, composée d'humains. OK? Et puis, les humains, ce sont des êtres, en fait, nous avons beaucoup de subjectivité, beaucoup de préjugés sans qu'on le veuille. Vous allez voir que, bon, on n'a pas le temps de l'aborder ici, vous savez que on peut avoir beaucoup de préjugés sans être raciste d'ailleurs. OK? On peut avoir beaucoup de préjugés sans être raciste. Vous pouvez avoir des gens avec qui ont de très bonnes intentions, mais qui ont des préjugés. Pourquoi? Parce que les préjugés, ce sont des éléments qui se forment à partir de nos bagages socioculturels. Ça veut dire à partir de nos vécus. OK? Moi, je donne toujours un exemple simple. Je dis toujours que on peut être un noir, un monsieur noir peut marier une femme blanche ou une femme arabe, ou bien, et puis avoir des enfants qu'on appelle des enfants métis, des enfants métis. Et puis cette femme blanche-là, ayant même des enfants métis, va avoir des préjugés contre d'autres personnes dans son milieu de travail. Et quand on va lui dire, elle va vous dire, mais non, moi je ne suis pas raciste, je n'ai rien, mes enfants sont noirs.
mes enfants sont métis. Alors que elle, le problème, c'est pas parce qu'elle est raciste, c'est parce elle a un bagage socioculturel qui est lourd. C'est ça qui est important. Et quand on parle de préjugés, attention, c'est pas une histoire de blanc ou d'arabe ou de quoi, c'est une histoire de personnes. Les Noirs aussi ont des préjugés quelquefois entre eux aussi à l'égard des Blancs. Donc c'est un peu donc, les préjugés, c'est un bagage socioculturel qu'on a. Ça se forme à partir de qui on est, comment est-ce qu'on a grandi, comment est-ce qu'on a vécu, c'est notre vécu. Donc, pour vous dire simplement que tant qu'on ne met pas fin à cette discrimination, on ne peut aller, les inégalités vont toujours continuer. Donc, maintenant, là, on se pose la question de savoir, vous avez vu les trois éléments. Maintenant, qu'est-ce que l'intersectionnalité vient faire ici? Donc, on vous dit que l'intersectionnalité, c'est la manière dont différentes formes de racisme, si vous voulez, d'oppression, comme le racisme, le sexisme, vont s'articuler et se renforcer mutuellement. Je vous donne un exemple simple. On peut être une femme noire, si vous êtes une femme, vous êtes noire et vous êtes musulmane. Déjà, quand on est musulmane, quelquefois, on subit l'islamophobie. Quand on est noir, on est raciste. Quand on est femme, on est désavantagé. Donc, vous avez trois facteurs trois facteurs, si vous voulez, d'oppression déjà que vous allez subir en tant que femme. Alors que moi, l'homme, je vais dire, on va dire que je suis un homme noir. Je subis pas le fait d'être femme pour avoir dans ma société, puis je subis pas le fait finalement d'être musulman ou quoi que ce soit, c'est possible aussi. Mais c'est pour vous dire seulement que l'intersectionnalité, si vous regardez, le mécanisme de ça repose sur l'idée que les discriminations ne sont pas vécues de manière isolée. Ça veut dire plutôt que à travers l'intersection de plusieurs identités sociales comme le genre, la race, l'orientation sexuelle et tout ça, l'individu peut subir de la discrimination qui va se renforcer. OK, c'est ça l'intersectionnalité. Pourquoi l'intersectionnalité est importante dans la question de DI, de la diversité, de l'inclusion? Mais parce que quelquefois, ce sont les obstacles, si vous voulez, à l'atteinte de nos objectifs de diversification. À partir du moment où vous voulez parler d'inclusion, d'équité, de diversité, il faut savoir qu'il y a des gens qui vont subir beaucoup plus, okay, d'oppression, beaucoup plus de discrimination, beaucoup plus de racisme pour la seule raison qu'ils sont une chose, deux choses, troisième chose, pour ne pas dire une oppression, deux oppressions, trois oppressions en même temps. C'est ça qui est important à souligner. Donc, si je retourne ici, je vais vous dire que l'intersectionnalité, c'est la manière dont les différentes formes d'oppression, comme le racisme, le sexisme, le classisme, l'homophobie, la transphobie, et entre autres, vont s'articuler pour se renforcer mutuellement. On peut être, par exemple, une personne blanche, être homosexuel et puis être handicapé. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Donc, imaginez cette personne qui aurait seulement subi, si vous voulez, de la discrimination pour être, je sais pas moi, homosexuelle, mais en plus, elle va subir de l'inégalité parce qu'elle est sur un fauteuil roulant ou quoi que ce soit. Donc, tout ça, ce sont des facteurs d'oppression qui vont s'articuler, OK, pour renforcer finalement, pour renforcer le truc. Donc, regardez, l'intersectionnalité, finalement, c'est quoi? C'est un chevauchement de facteurs. Vous avez ici le facteur genre qui va se chevaucher au facteur nationalité, de l'autre côté qui va se chevaucher à la race, à l'orientation sexuelle. Imaginez quelqu'un qui a deux ou trois facteurs de chevauchement. OK. Donc, de facteurs créent des expériences de discrimination ou de privilège uniques qui vont se renforcer mutuellement. C'est ça la difficulté. Ça veut dire que tous ces facteurs, c'est pas des facteurs isolés. Ce sont des facteurs, un facteur va se chevaucher à un autre, se chevaucher à un deuxième, à un troisième, et finalement, vous vous rendez compte que la personne va, dans une certaine mesure, subir beaucoup plus de discrimination alors que moi, je peux dire, oh, ben, écoute, cette dame-là, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Moi, je suis noir comme elle, et puis je subis pas autant de discrimination, elle parle comme ça. Alors que nos facteurs nos facteurs de chevauchement sont multiples dans un cas et dans l'autre ne le sont pas. C'est-à-dire que moi, je dois me battre pour une seule cause de discrimination. Elle doit se battre peut-être pour deux, pour trois. OK? Pourquoi? Parce qu'elle est musulmane, déjà.
déjà. Ça, c'est une chose, parce qu'il est voilé. Deuxième chose, on regarde, on se dit, ouais, ben, il est noir en plus. C'est ça, j'ai bien dit, elle est noire en plus. Bon. Et déjà, en plus, donc ça veut dire déjà, c'est un chevauchement, ça reste. Donc, ça produit des formes spécifiques et multiples de discrimination que les gens doivent. Et à partir du moment où, donc c'est pour ça que l'intersectionnalité on doit tenir compte de cette approche-là pour pouvoir bien mettre en place un programme de diversité et d'équité dans une organisation. Il faut, on n'a pas le choix, il faut vraiment tenir compte de ça. Voyez-vous? Donc, maintenant, ces interactions des discriminations, l'intersectionnalité va mettre en exergue le fait que différentes formes de discrimination s'entremêlent et ça crée des obstacles qui sont beaucoup plus intéressants. OK? Voilà. Donc, c'est l'exemple que je vous donnais pouvait être femme, pouvait être noire, lesbienne, handicapée. Regardez toutes ces formes de discrimination qui vont se superposer. Et c'est là où le bas blesse. Donc, quand on met un programme de diversité sur place, d'équité, d'inclusion, parce que ça veut dire que quand on parle d'inclusion, c'est faire en sorte que la personne se sente bien, c'est faire en sorte que cette personne se sente vue, c'est faire en sorte que la contribution de cette personne. Imaginez, vous êtes une femme noire, vous êtes assis dans un fauteuil roulant, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas de rampe, par exemple, on ne facilite pas la montée de rampe. Comment est-ce que vous serez vu? OK? C'est ça le problème aussi, parce que comme ça veut dire qu'on ne tient pas compte de ce qui vous êtes aussi. Voilà. Donc, c'est un peu ça, l'intersectionnalité, comment est-ce qu'elle arrive. Donc, attention aussi, regardez ici, euh, euh, l'analyse des privilèges et des oppressions. Donc, l'approche de l'intersectionnalité permet aussi d'analyser les privilèges et les oppressions. On a déjà vu les oppressions, mais les privilèges vous pouvez être monsieur blanc, comme on dit là, et puis vous avez été formé dans l'université, vous avez été formé dans l'organisation, vous êtes une personne blanche qui avait certains. Donc, il y a ce privilège blanc aussi qui peut, qui peut se renforcer à partir de l'intersectionnalité aussi. OK? Donc, ce sont des éléments positifs pour la personne qui peuvent se mettre ensemble, OK, pour pouvoir opprimer les autres dans une certaine mesure. Donc, le, 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 le analyser l'intersectionnalité, c'est aussi analyser les privilèges, parce que dans l'entreprise, vous pouvez être blanc, être propriétaire de l'entreprise, et puis aussi être millionnaire. Tout ça, ce sont des éléments, parce que si vous regardez les facteurs vraiment d'intersectionnalité, ici, là, les facteurs de diversité, si je retourne rapidement ici, vous voyez que les facteurs sont beaucoup. Si, par exemple, je parle de religion, si moi je suis en France ou je suis ici, au Québec, je suis catholique, je suis blanc, je suis catholique, déjà ça fait deux facteurs qui, qui, me, qui font qu'on m'accepte dans cette société-là, parce que le catholicisme est beaucoup plus important qu'être musulman dans ce contexte-là déjà. Et puis troisièmement, je suis blanc, je suis catholique, je suis riche. Imaginez qu'est-ce que ça fait déjà. Donc, pour vous dire que l'intersectionnalité, en fin de compte, ne s'applique pas seulement aux oppressions, elles peuvent être utilisées aussi pour renforcer les privilèges de quelqu'un que dans la société. Aussi simple que ça. OK? Donc, elle permet de comprendre que ces facteurs ne crée pas seulement de l'oppression, mais aussi des privilèges. Donc, il faut tenir compte de ça aussi dans vos sociétés, dans vos institutions. Il ne faut pas seulement dire, oh oui, on va faire de l'ADI, l'intersection avec pour les immigrants qui sont là, pour les personnes des familles LGBTQ. Non, 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 non. Il faut aussi voir comment est-ce qu'elle va créer des avantages aussi. OK? Donc, donc, j'arrive vers la fin là déjà. Donc, si tout ça ne marche pas, qu'est-ce qui arrive? On arrive seulement à ce qu'on appelle ici l'exclusion. OK. L'exclusion ne se résume pas seulement au déficit économique ou aux pertes d'emploi. L'exclusion aussi, il y a une exclusion aussi sociale. Par exemple, sur le plan politique et social, ça veut dire qu'on ne vous permet pas de contribuer à votre société. Donc, c'est une exclusion sociale aussi qui est là. Elle n'est pas seulement économique quelquefois. Donc, pour aller plus vite, là, je sais que je comprends beaucoup de temps maintenant. Finalement, regardez un peu ici, c'est ça être exclu, exclu de la société. Finalement, moi je dis ici, ça je l'ai fait volontairement, je dis être congédié
un congédiement volontaire des membres du personnel. Je dis congédiement volontaire ici. J'aurais dû écrire, j'aurais voulu écrire, comment on appelle ça, quelqu'un qui démissionne. Mais c'est pas, souvent les gens démissionnent parce qu'ils sont poussés à démissionner. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ne sont pas incluses dans la société, des personnes qui ne sont pas respectées dans la société, des personnes qui voient que la diversité n'a aucun truc de positif et les personnes démissionnent. Donc, au lieu de mettre démission, moi, je préférais mettre congédiement involontaire. C'est-à-dire, il a été congédié par le patron et lui-même, il s'est congédié sans le vouloir. C'est-à-dire qu'il a quitté la société. Donc, quand on est exclu, deuxièmement, on est privé de ressources. Évidemment, vous perdez votre travail, vous n'avez rien. Vous êtes privé aussi de ressources socioculturelles dans votre société. Vous n'êtes pas vu, vous n'existez pas. Privé de ressources politiques, vous ne participez pas, vous ne contribuez pas à votre société. Et puis, diminution de la productivité de vos employés à partir du moment où vous avez la difficulté de rétention dans vos employés. Donc, les gens changent et puis, donc, la personne est en situation d'exclusion sociale totalement. Donc, ça, c'est un élément aussi à prendre en compte. Et puis, l'autre, pour continuer ici rapidement, donc, finalement, c'est quoi la diversité et l'équité? Donc, ce que la diversité, l'équité et l'inclusion ne sont pas. D'abord, il faut préciser que la diversité, l'équité et l'inclusion, c'est pas de la discrimination positive, soit ou que ce soit en matière d'emploi ou en matière disons, de promotion ou en matière de quoi que ce soit. C'est pas vraiment c'est pas de la discrimination positive. Parce qu'on va dire, oh, tous les gens parlent de DI. DI, c'est pour favoriser les personnes d'origine arabe, les latinos, les noirs, les LGBTQ. Non, 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 non. Je vous avais dit que quelquefois, rappelez-vous, quand on parle d'équité, c'est vraiment combler un déficit qui est créé par l'histoire d'abord. Mais si vous regardez ici, moi, je vous dis simplement que la diversité, l'équité, l'inclusion et l'équité, c'est fournir en général, en gros, fournir un environnement inclusif et juste de travail, OK, dans lequel toutes les personnes, quelles que soient leurs origines, ont la possibilité d'optimiser leur performance. Et quand on optimise son performance, on ne peut optimiser sa performance que si on est vu, on est compris, on est valorisé, on est respecté. Aussi bien que ça. Et la finalité, c'est le sentiment d'appartenance à cette organisation à laquelle vous appartenez. Donc, fournir un environnement inclusif est juste vraiment. Donc, c'est pas, faut pas dire que oui, on parle toujours d'inclusion, d'équité, tout ça, ça favorise les autres. Non, ça favorise pas les autres. Au contraire. Au contraire. Rappelez-vous, la matière d'équité, c'est toujours combler quelque chose d'historique, un problème. Par exemple, quand on donne, on a des programmes spéciaux pour les autochtones, ce n'est pas favoriser les autochtones, non, c'est loin de là. C'est vraiment, vraiment, vraiment combler ce déficit-là historique qui était caractérisé par l'oppression, par l'esclavage, par tout. Donc, c'est pas un cadeau qu'on fait. OK? Il faut qu'on garde ça pour tout le monde. Donc, finalement, pour terminer, je vous dirais finalement que qu'est-ce que la DEI, finalement, la diversité, l'équité et l'inclusion, c'est une approche systémique. Moi, j'appelle approche systémique parce que c'est une approche qui est logique, OK, qui est rationnelle, et une approche qui n'est pas faite, comme on dit en anglais, in the vacuum. C'est un ensemble de maillons qui viennent ensemble, qui sont connectés ensemble, OK, OK, pour favoriser, qui favorisent la diversité. Mais pour que la diversité, pour que parler de diversité, il faut que la diversité soit connue, soit vue comme un atout. OK. Ce qui valorise la diversité, pour la valoriser, il faut que soit vue comme un atout. Et puis quand elle est vue comme un atout, OK, ça veut dire tout simplement que il y a aussi toute cette question d'équité aussi qui va. Parce qu'à partir du moment, tant que la diversité n'est pas vue comme un atout, elle ne peut pas être équitable, elle ne peut pas être juste, à mon avis. On ne peut pas être juste dans ce contexte, finalement. Donc, pour moi, la DI, c'est une approche, finalement, pour faire en sorte que la diversité soit respectée, qu'elle soit valorisée. Et quand on la valorise, quand on la respecte, elle favorise l'inclusion. Et quand les personnes sont incluses, pour boucler la boucle, il faut que ce soit fait de façon juste. Donc voilà, donc je crois que j'ai été rapidement. Donc au niveau de l'organisation, de nos organismes, surtout les organismes de santé,
L'inclusion exige qu'on recense. Il faut recenser et supprimer les obstacles. Finalement, que ce soit physique, procéduraux, visibles, invisibles, intentionnels, autrement dit, tout ça, ça inclut presque tous ces facteurs, si vous voulez, de discrimination là qui nuisent à la participation, à la contribution des employés. Donc, si vous êtes capable de faire en sorte que de recenser tous ces éléments-là, et finalement, quand vous la recensez, qu'est-ce que vous faites finalement? Il faut tout simplement travailler dessus, faire des formations, avoir des discussions dans vos entreprises et ainsi de suite. Et puis, bon, voilà. Donc, ça, c'est bon comme ça. Je pense que j'ai fini ici. Ça, c'est vraiment, si je devais continuer avec beaucoup de temps, j'allais parler des obstacles de la haie, j'allais parler, par exemple, c'est quoi les biais inconscients, des choses comme ça pour pouvoir trouver des solutions à ça, quoi. Donc voilà, donc j'arrête ici, là, parce que, bon, si on a des questions, on peut discuter un peu. Voilà, je sais pas si c'est ce à quoi vous vous attendiez, mais c'est exactement ce que... Voilà. Merci. Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup. Euh, Personnellement, je suis contente. Au moins, j'ai retenu une chose qui est diversité, inclusion et équité. Tout ça, il faut le prendre comme un atout. Merci. Et Yeah, tout. oui. Alors, si c'est un atout, quand on a un atout, on le met en avant. Vous savez, moi, j'ai un atout. On ne fait pas ça comme si c'est quelque chose comme dire, c'est une obligation ou bien c'est une faveur. C'est ça Mhm. ce qui a un peu changé, qui était là, mais maintenant c'est beaucoup plus clair. Alors, je donne la Mhm. parole aux autres. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, comme ça, peut-être on pourra. Il y a quelqu'un qui a levé la main, je pense que c'est Ah Rose. oui, j'avais vu les gens qui disaient comme ça, j'avais pas vu notre amie Rose qui avait levé la main. Mhm. S'il vous plaît, Rose. Merci, merci Aimé, merci professeur Mamoudou pour cette belle présentation qui cerne un peu tout. Et j'aime bien entendre parler de l'intersectionnalité. Ça vient toujours me chercher. Ma, que- ma question, c'est comme, je regarde depuis les travaux de Kimberly Crenshaw, depuis comme dans les années 1889, etc. Et c'est sûr que Canada fait partie d'un pays qui avance un peu plus là-dedans. Mais Mhm. ce qu'on constate, moi, je fais partie d'une minorité, il y a d'autres personnes qui font partie d'autres minorités qui constatent qu'il y a toujours une insatisfaction. On se sent pas Mhm. toujours dans son assiette. Il y a comme, des fois, on a comme l'impression qu'on demande à un autre d'avancer pour trouver une petite place. Et même ça, c'est difficile. Si vous étiez appelé pour faire une proposition à une organisation qui a déjà une belle richesse au niveau de la diversité pour mettre en place, bon, pas un programme, ça pourrait être commencé par un plan EDI, pas un programme, pas une politique, mais juste un plan EDI. Mhm. À quoi, quels seraient vos conseils pour débuter? Je ne sais pas si ma question est claire. Vous avez lancé dans votre présentation plusieurs choses qu'on pouvait faire, discuter, Mhm. faire de la formation, faire un diagnostic, etc. Mais s'il y avait une chose comme une étape à suivre, un, deux, trois, pour que ça puisse donner plus d'effets positifs, plus d'impact, ça serait quoi? Comment commencer? Merci. OK. Donc, d'abord, pour répondre à cette question, je dirais que dans le domaine dans lequel nous transjugeons vraiment, c'est un domaine où l'évolution est très mal lente, là-bas, pour le dire. L'évolution est lente parce que l'évolution est d'abord, vous savez, pourquoi? Parce que la culture évolue, mais elle évolue lentement. Vous savez que la façon dont nos sociétés canadiennes vivent, les sociétés, par exemple, du tiers-monde vivent, c'est-à-dire qu'on dit que la culture est comme ceci, comme cela, et les mêmes choses qu'on vivait ici. Avant, ici, les femmes restaient à la maison, les hommes allaient chercher là, comme chez nous en Afrique. Et maintenant, les gens ont évolué, les femmes occupent des gros postes. Elles sont là comme chez nous, elles sont directrices, elles sont ministres, elles sont tout. Alors que chez nous, elle est là. Donc ça, c'est la première chose. Il faut dire que comment on appelle ça? Première chose, c'est la lenteur de l'évolution de ce truc qui freine en fait le truc. Maintenant, ça, c'est à partir du moment où on constate cette lenteur-là,
on doit se poser beaucoup de questions. Moi, je viens dans une entreprise, on me dit, écoute, voilà, essaie de nous trouver un moyen pour pouvoir avancer. Les premières choses que toutes les personnes font vraiment, c'est euh, moi, à mon avis, l'élément le plus important, c'est le diagnostic, vraiment. OK? Le diagnostic. Pourquoi? Pourquoi diagnostiquer l'entreprise? C'est de savoir à quel niveau se trouvent les gens, à quel niveau se trouvent les individus. Parce que vous savez que quand on vit dans un contexte multiculturel, les éléments comme le racisme ouvert, le racisme blanc n'existent plus. OK? Écoutez-moi bien, je ne dis pas que le racisme n'est pas là, mais le racisme où tu viens devant les gens et dire aux personnes, oh ben, sale quelque chose, c'est très, très rare. On le trouve au niveau comment on appelle ça, des skinheads, au niveau des nationalistes, tout ça. Yeah. Maintenant, le racisme, il est beaucoup plus subtil et beaucoup plus culturel. C'est OK? voilé. Donc, voilé. Donc, ce Yeah. racisme, il est voilé, il est indirect. Donc, moi, la première chose que j'allais faire vraiment, c'est de diagnostiquer, de voir à quel type d'obstacle nous avons à faire. Et moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je rencontre les gens, je dis aux gens quelles sont les préoccupations, deuxième préoccupation, et qu'on le veuille ou pas. J'ai un concept que j'utilise beaucoup qu'on appelle ça, le désir culturel. OK? Euh, Moi, je travaille toujours sur le désir culturel des individus. C'est-à-dire, quand je fais mon diagnostic maintenant, je dis aux gens carrément, je mets tout le monde, ce que je ferais, je vous dis ce que je ferais. Hein. Je mets souvent les directeurs vont aller chercher des formations qu'on va donner aux entreprises. Pour moi, ça marche pas comme ça. Pour moi, après le diagnostic, le premier élément, c'est la formation de tous les directeurs. De voir, première question que je me pose, est-ce que les directeurs ont quelque chose qu'on appelle le désir culturel? Le désir culturel, c'est la volonté de s'engager dans le changement. Et tant que les gens qui prennent des décisions ne sont pas prêts à s'engager dans les changements, vous perdez votre temps. Ils vont faire des formations. Donc, premier élément, diagnostic. Deuxième élément, sensibilisation, formation du leadership. Et à partir de là, maintenant, moi, je vais m'attaquer maintenant à la mise sur point, sensibilisation aussi de personnel. Et troisièmement, c'est là, je vais développer des programmes, développer des outils pour pouvoir combattre. Et les outils pour combattre les gens, et croyez-moi ou pas, on ne peut pas apprendre un vieux, comme on dit là, à faire la grimace. Pourquoi? Parce que, peut-être que je me trompe, mais on est raciste parce qu'on le veut. Il n'y a pas de racisme par accident. Il y a des préjugés, on peut avoir des préjugés par accident. Donc, pour moi, c'est développer ce désir culturel, faire en sorte que les gens veuillent changer. Tant qu'on ne touche pas à ça, aucun programme ne peut changer. Donc, moi, je répète, donc pour moi, je fais mon diagnostic, je m'attaque au leadership, je ne touche pas les personnes d'abord. Après le leadership, je vais diagnostiquer le leadership, faire en sorte que le leadership est d'accord pour que la société, l'organisme évolue. Et après le devenant, je vais évaluer un peu le personnel et puis après ça, commencer à donner des formations. Et puis après les formations, maintenant, donner les outils. Moi, c'est comme ça que je m'entrepreneur parce que il n'y a absolument rien qu'on ne pourra faire tant que la personne ne veut pas changer. On perd notre temps. Donc, pour moi, c'est pour ça que l'élément fondamental chez moi, c'est le désir culturel, c'est-à-dire le désir d'aller plus loin, le désir de changer. Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de potion magique dans ce domaine-là. C'est l'un des seuls domaines, dans le domaine de la diversité culturelle, de racisme, tout ça, et dans le domaine de l'amour, il n'y a pas de potion magique. Ça dépend des circonstances, ça dépend de la copine, du copain, du mari, de la femme, et donc, il n'y a pas de potion one size fit all. Je ne sais pas, ça ne répond pas à ta question, mais moi, c'est comme ça que je le ferais. Merci. OK. Ça me va très bien. Merci beaucoup. OK. Yeah. Monsieur Baba. Je vois Baba aussi. Ouais. Oui, bonsoir. Merci, docteur K, pour la présentation exhaustive, très complète et beaucoup d'enseignements en tout cas reçus. On a aujourd'hui appris beaucoup de choses encore. Moi, c'est un concept que je viens de découvrir avec vous, c'est le concept de sécurisation culturelle. Très intéressant à approfondir peut-être notre foi. Par contre, là où je voulais en venir, parce que je m'intéresse beaucoup à EDI et à l'intersectionnalité,
C'était, là où je voulais intervenir, c'était au niveau du rapport entre leadership et niveau d'inclusion. Parce Mhm. que si, par exemple, une compagnie entreprise fait appel à un expert comme vous pour parler d'EDI parce qu'il y a des soucis, c'est parce que quelque part, à mon sens, peut-être que je me trompe, au niveau du Mhm. leadership, qui est souvent confondu à la direction ou au top management ou à la propriété même de l'entreprise, si c'est une entreprise familiale par exemple, détermine ou déteint sur le mode de fonctionnement des employés. Comment l'employé entre dans l'entreprise, comment l'employé se Mhm. sent dans l'entreprise et comment l'employé entreprend les actions et parvient à des Mhm. résultats. Alors, Mhm. si on est en face d'un leadership qui est un peu réfractaire au changement, forcément, à mon sens, on peut faire plusieurs programmes, des années, des Mhm. décennies sans parvenir à ce qu'on Exactement, appelle. Et exactement. voilà. C'est pourquoi moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a lieu de faire deux choses, ou trois à la fois en une, parce qu'on a parlé d'intersection et de maillons qui s'entretiennent, c'est de Mhm. voir quel est le rapport positif entre le Mhm. leadership exprimé, le code de conduite ou les politiques existantes et la Exactement. volonté ou le bagage culturel des employés? Une fois Mhm. qu'on ait cette photographie-là sur la table, on peut parvenir Mhm. à une atmosphère paisible, entre guillemets, en tout cas, où on parlerait d'inclusion. Parce que, Exactement. tant que cela n'est pas, c'est comme dans une entreprise où les gens viennent pour quelques semaines et s'en vont. La Exactement. personne y trouve son compte. Yep. Et cela, le plus souvent, ça vient effectivement du style de management ou du contenu des politiques qui sont en Exactement. faveur avec le fonctionnement ou les ambitions de l'entreprise, mais qui ne sont pas connues. Donc, il faut aller Mhm. dans le diagnostic, c'est très important de le mentionner. Dans le diagnostic, au-delà de leadership, au-delà du bagage culturel, aller dans le contenu même des politiques que font l'entreprise. C'est ce que je voulais Mhm. apporter comme contribution, docteur K. Et Mais encore, merci beaucoup. merci, merci, Baba. C'est la même chose, c'est ce que je Ouais. disais à Rose, parce que tant que vous avez des coordonnateurs, vous avez des directeurs, vous avez tous ces CEO-là, tant qu'ils ne sont pas dans la game, comme on dit là, vous perdez votre temps. Parce Absolument. que ce sont ces personnes qui vont faire la politique de l'entreprise et ce sont ces personnes en retour qui vont les appliquer. Donc, si vous avez un leadership de ressources humaines qui ne sont pas, je ne dis même pas qu'ils ne sont pas compétents, mais qui ne veulent pas, parce que moi, j'appelle ça l'élément fondamental dans le monde qu'on appelle le désir culturel. Le désir culturel se définit comme la volonté de s'engager de façon honnête à travers l'art, de s'engager dans un changement pour le tout. Et tant que on ne forge pas ces éléments-là, on ne travaille pas avec ce leadership-là pour atteindre, c'est même pas la peine on perd tout notre temps, on peut aller nulle part. Et pourquoi? Et la politique, même les changements au niveau de la politique des organisations, ça veut dire la mission, la vision. Dans toutes les missions, la vision, vous avez cette fameuse phrase qui dit que nous souscrivons à la nanana, à la diversité, mais est-ce que c'est véritablement Absolument. ça, exactement. Tant que ça vient pas de quelque part là, on perd notre temps. Justement, c'est pour ça que moi, je dis que si on me dit, viens travailler dans mon organisation, je vais passer beaucoup de temps avec les directeurs. Je veux être sûr que ces personnes-là veulent avoir une institution qui est inclusive, une institution où la diversité est un atout, une institution où l'équité est l'élément le clé dans l'évolution de leur institution. Donc, je suis d'accord avec toi complètement, Baba. C'est ce que je Merci. disais à Rose tout à l'heure là. Je Ah, vais malheureusement prendre le mauvais rôle de, de clôturer involontairement la discussion qui est très bonne. non, ça c'est volontaire, c'est pas involontaire, c'est volontaire. C'est involontaire puisque j'ai le souci d'apprendre, je ne sais pas pour les autres, mais ce que je veux dire, c'est que ça a amené même l'élément de leadership
on travaille avec nos gestionnaires ici, les fournisseurs de services, puis un fournisseur de services de santé et des services sociaux comme Florette et les autres. On va garder cet élément-là, que la diversité et tout ce qu'on a dit va quitter le côté théorique pour être beaucoup plus pratique. Merci Ben, beaucoup. Fleurette et moi, on a travaillé sur un projet là. C'était quoi, le Black, c'était quoi, Fleurette, l'histoire là? Tu te rappelles là? Où voilà, on a travaillé ensemble sur un projet sur la santé mentale des Noirs, Fleurette et moi. On a fait un projet ensemble avec d'autres institutions où on a même produit un papier. On a fait en français, en anglais. Tu te rappelles le document? Et puis, au Manitoba, c'est vraiment un document phare, c'est sur la santé mentale des Noirs un peu aussi comment est-ce que ça fonctionne. Et puis, voilà, donc, Est-ce qu'il y a une question brûlante parmi les participants avant ou c'est bon, on va laisser notre ami et OK. oui, 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 oui. Je fais je vois que Mhm. ça va pour le moment, mais ce que je voulais dire, comme tu parlais de la santé mentale, j'ai aussi le background en santé mentale, c'est qu'on est sur la bonne route et puis qu'il faut aussi garder à la tête que le changement, ça prend du temps, puisque OK, des ça prend du changements temps, il y a d'habitude, des changements de l'évolution. comportement, Mhm. oui, tout ça. Alors, on va s'offrir le temps. Et on a l'espace qui est la communauté de pratique. Merci Mhm. d'avoir été notre invité aujourd'hui. Puis peut-être tu auras le besoin de nous partager la présentation si tu veux. D'accord, OK, Oui, OK. Ben, merci beaucoup tout le monde et puis on se reprend une autre fois. OK, ça a salut, au été revoir. un plaisir. Merci beaucoup. OK, merci. Mhm. OK. Et puis Allez, bye pour bye. la Merci. suite, oui, s'il vous plaît. Oh, ok, je croyais que Baba avait une question. Est-ce que j'ai raté quelque chose dans le chat ou pas vraiment? Merci beaucoup, c'est des remerciements. Et on arrive à l'autre sujet là où on va donner la place. Je vais introduire. Il y a eu le webinaire qui a été organisé par notre partenaire cher pour Accès et Équité, le réseau du sud de l'Ontario, le 12 novembre. Et nous avons eu le plaisir d'accueillir vos collègues Florette et Hanan qui nous ont partagé l'expérience dans la mise en œuvre des services à ce servant d'accès équité. Et on s'était dit que peut-être tout le monde n'était pas là et que ça serait intéressant de leur offrir la place. D'abord, leur remercier, même si on l'avait fait, mais leur remercier ici. Et puis, leur appeler à nous partager comment est-ce que vous avez vu ces choses. Je ne sais pas à qui je commence. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer parmi vous? Ou Florette ou Hanan? Ben, je peux commencer. Anan, veux-tu commencer? Vas-y, Florette, je t'en prie. Merci. OK. Ben, tu sais, en écoutant la présentation de Mamadou, la question c'est, dans l'heure du jour, qu'est-ce que la présentation amène comme valeur ajoutée aux membres de la communauté de pratique? Ça rentre bien ça rentre vraiment dans qu'est-ce qu'on a présenté l'autre jour. C'est de voir comment que dans les différentes catégories, surtout quand on est en train de monter un plan stratégique pour moi, dans mon cas, euh, il fallait que je regarde au leadership. Alors, quand je regarde à l'environnement culturel, moi, je regardais à l'environnement linguistique. Alors, c'était toute une valeur um, qu'on apporte en regardant à l'équité, en regardant à comment que surtout la formation sur les fondements de l'équité peut venir apporter une valeur ajoutée à comment qu'on identifie les lacunes et comment qu'on peut vraiment jouer avec des plans d'action qui peut être acceptés ou qui doivent être acceptés par le leadership et ensuite par le personnel au large. Alors,
j'ai trouvé ça vraiment intéressant pendant la discussion qu'on avait eue au webinaire. J'ai trouvé que les interventions d'Anan, les interventions de Gabriel venaient appuyer qu'est-ce que l'un l'autre disait au sujet des différentes questions qu'on avait à répondre. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir comment qu'on était sur la même longueur d'onde, on, mais on faisait des choses d'après un différent rôle. Alors, on voyait comment que la plateforme Équité peut, peut vraiment venir nous appuyer et nous donner de la substance dans qu'est-ce qu'on est en train de faire au niveau des compétences langagères et d'appuyer la communauté francophone en situation minoritaire. Là, ça, c'est vraiment qu'est-ce que moi je pourrais dire en résumé, mettant qu'est-ce qu'on a entendu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a entendu pendant le webinaire et mes expériences. Et ma tête, elle est tout partout là, à cause de M. Mamadou, mais tu sais, c'est une valeur très ajoutée. Merci beaucoup. Et puis, je dois dire que j'apprécie le fait que tu combines la question avec l'expérience pratique de ce que vous faites et ce que vous avez discuté. C'était juste le partage de votre expérience pratique, mais que tu combines l'élément culture et langue, c'est très important puisque c'est ensemble. L'une ne quitte pas l'autre. Puis, Hanan, s'il te plaît. Moi, je vais devoir vous dire d'abord merci beaucoup. Merci à Gabriel. Merci, merci à vous à la SSF. Puis surtout, merci à mon binôme Florette parce que c'était une des discussions très, très enrichissantes. En tant que planificateur, on aime beaucoup avoir le retour des fournisseurs. Puis on se rend compte finalement que même au-delà de la province, dans les autres provinces, en fait, on partage quand même des similitudes des défis en commun. Puis, on a la chance d'avoir accès à Équité, d'avoir cette communauté de pratique pour travailler sur ces défis-là. Maintenant, mon souhait aimé, c'est que dans l'avenir, on travaille ensemble pour offrir ces opportunités-là de discussion aux fournisseurs qui sont majoritairement anglophones avec lesquels on travaille, pour pouvoir un peu démystifier avec eux, en fait, les aider à démystifier cette histoire de l'importance des services de santé en France et puis démystifier aussi l'outil Accès Équité. Donc, je vous remercie. C'était une superbe expérience pour moi. J'ai beaucoup appris avec Florette et Gabriel. Merci encore. Merci. Comme vous savez, la communauté de pratique, c'est d'abord de vous offrir l'espace pour partager. C'est pour ça qu'on est revenu à ça. Et je vous mets dans le chat quel était le sujet. On devrait parler d'accès équité, quels sont les résultats, est-ce que la mise en œuvre partout, comment ça se représente en chiffres. Mais on a eu le plaisir d'avoir une représentation vraiment pratique, pas des exemples concrets de nos deux amis là. C'est quelque chose qui va continuer. Merci Hanan de rappeler même que Accès Équité, j'allais dire normalement, ça devrait se focaliser sur les institutions anglophones. Puisque si vous ouvrez même la plateforme, ça dit laissez-nous vous guider. Nous, on est là comme des pionniers, des champions, des championnes qui vont guider les autres. Alors, c'est un bon appel. Et puis, maintenant, on est en train de commencer la cohorte Accès Équité. Il y en a en français, mais déjà, il y a l'autre que Gabriel organise en anglais. Et je promets que la prochaine année aussi, au niveau national, on pense à comment mettre en place la cohorte Accès Équité en anglais. Est-ce qu'il y a une question? Oui ou pas? Moi, puisque je parle beaucoup, j'aime déranger les gens qui parlent moins. Comme ça, on partage, mais même sans parler, on partage ensemble, même le sourire ou bien le geste et tout. Merci Hanan et merci
notre amie Florette. Je vois que le temps est déjà écoulé. Je pense pas que je vais pouvoir vous présenter Franco Santé Accès Équité comme tel, mais je pourrais peut-être vous envoyer deux petits morceaux comme ce qu'on appelle One Pager, Café de Paris. On l'a. On est en train de faire une mise à jour du Café de Paris, mais de façon harmonieuse. On va le mettre ensemble avec le One Pager à accès équité, comme ils sont ensemble, comme un paquet. Et je vous donnerai comme une page expliquant Franco Santé. Mon intention, c'était juste pour vous donner des informations de base et profiter pour vous inviter dans une session café virtuelle qui aura lieu en janvier 29 pour parler maintenant à fond de ces initiatives et comment ça se complète. Alors, on n'a rien perdu. Je vais vous partager ces petites informations, mais ne soyez pas inquiète pour dire, oh, c'est tout un programme. Pourquoi on a une page? On sera en discussion profonde et je vais vous inviter. Les personnes qui vont être là, ça m'enchantera beaucoup, puisque je sais que ça sera une discussion très géniale avec le réseau du Sud, le réseau de l'Est et les autres qu'on va inviter pour attendre comment ces outils ou bien ces programmes se complètent pour améliorer nos services là où nous sommes. C'est ça. Et puis la prochaine session, ça sera en février. On garde des contacts s'il n'y a pas de questions. J'apprécie beaucoup votre présence d'aujourd'hui et la patience du fait que ma voix n'était pas la meilleure. Merci. Encore merci, Malise, Manon, Lausanne, Rose, et aussi notre collègue Sylvain qui nous a aidés à prendre l'enregistrement pour partager avec nos collègues qui n'étaient pas là aujourd'hui. J'allais Merci. dire je vous aime, mais je vous aime.